Bonjour à tous, donc je suis Christine Tranchant et j'ai eu le plaisir lors de la session plénière de la Société française de neurologie au cours des JNLF 2025 de présenter une conférence sur les ataxies cérébelleuses de transmission autosomique récessive. Alors, j'avais choisi ce sujet parce que les connaissances dans le domaine des ataxies cérébelleuses récessives ont explosé depuis 25 à 30 ans. Depuis la découverte du gène de la maladie de Friedreich en 1996, de nouvelles entités génétiques et phénotypiques ont été décrites, une nouvelle classification et une nouvelle nomenclature ont été proposées, avec pour conséquence une amélioration de l'approche diagnostique de ces patients. Alors, il n'est pas possible, là, en quelques minutes, d'aborder l'ensemble des ataxies cérébelleuses récessives, sachant qu'il existe aujourd'hui près d'une centaine de gènes qui peuvent être impliqués. Alors, parmi les entités les plus fréquentes, il y a bien sûr la maladie de Friedreich, dont l'actualité est actuellement un accès précoce possible pour certains patients à un nouveau traitement antioxydant qui est l'omavoloxolone, qui a montré une efficacité modérée mais significative sur l'évolution du score moteur chez ces patients. Un deuxième phénotype est le phénotype ataxie avec apraxie oculomotrice. Alors, le phénotype ataxie avec apraxie oculomotrice est également très fréquent. Il a pu être associé à au moins 5 gènes différents, la prataxine pour AOA1, la sénataxine pour AOA2, l'ATM pour l'ataxie télangiectasie par exemple, et ces 5 gènes interviennent dans la réparation de l'ADN double ou simple brun, sans que la relation directe entre ce mécanisme et la survenue du tableau clinique n'ait encore été élucidée. Alors plus récemment, des formes de début tardif, parfois après 40 ou 50 ans, ont été individualisées. Alors le canvas, où l'ataxie est mixte, cérébelleuse et proprioceptive, qui est liée à une expansion biallélique de pentanucléotides au niveau du gène RFC1. SPG7, qui a été décrit initialement dans des tableaux de paraplégie spastique et finalement qui est également responsable de formes tardives, parfois d'allure sporadique d'ataxie récessive. Et puis on peut également citer les formes tardives de maladie de Friedreich. Alors la question qui se pose devant cette explosion des connaissances est comment aborder du point de vue diagnostique un patient atteint d'ataxie cérébelleuse de transmission récessive. Alors je dirais qu'il faut d'abord exclure par quelques analyses biologiques simples les quelques formes traitables, par exemple l'ataxie par déficit en vitamine E, la xanthobatose cérébrotendineuse ou la maladie de Niemann-Pick de type C. Alors ensuite, l'analyse directe du génome est tentante, mais il faut quand même se souvenir qu'elle peut avoir quelques limites. Elle peut passer à côté de certaines mutations par expansion de nucléotides, et elle peut aussi révéler de nombreux variants dont le caractère pathogène peut être difficile à affirmer. Donc je pense que l'analyse phénotypique, clinique et paraclinique reste une étape fondamentale pour orienter l'analyse génétique, soit vers une étude ciblée d'un gène, soit vers un panel de gènes impliqués dans les ataxies récessives, soit directement vers l'analyse du génome. Et cette analyse est également fondamentale pour interpréter les résultats de ces analyses génétiques.